Et on va poursuivre maintenant la discussion avec Stephen Guilbeault, directeur principal d'Équiterre. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour. Et Jean-François Minardi, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Minardi. Merci à vous deux d'être là pour participer à cette discussion. Donc, je commence avec vous, M. Guilbeault, puisqu'on parle du rapport qui a été présenté, entre autres, par Équiterre aujourd'hui. Et vous avez, je pense, parcouru, Olivier l'a expliqué, plusieurs études. Et là, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez vu, vous êtes convaincu que notre pétrodollar est l'ultime coupable des maux de notre industrie manufacturière? Non, en fait, pas l'ultime coupable. C'est ce que la littérature démontre, d'abord, c'est que le secteur manufacturier bat de l'aile depuis un bout de temps, que c'est dû à des transformations dans le secteur industriel qui ne touchent pas que le Canada, le déplacement d'entreprises manufacturières qui sont allées vers les pays émergents, par exemple. On pense à l'Inde, on pense à la Chine, maintenant le Vietnam de plus en plus, et d'autres comme ça. Mais qu'au cours de la dernière décennie, un des facteurs qui a beaucoup contribué à la mise à mal du secteur manufacturier dans l'est du pays, c'est, comme vous l'avez dit, donc la forte augmentation de la valeur de notre dollar qui est intimement liée à la production très rapide du pétrole issu des sables bitumineux, qui est à toute fin pratique, là, on produisait 400 000 barils autour du tournant des années 2000. On est rendu à 1,6 million de barils par jour, qui est presque entièrement exporté vers les États-Unis. Ça fait monter très rapidement la valeur du dollar, ce qui est venu ajouter aux maux qui existaient déjà dans le secteur manufacturier. Et c'est sans compter, j'imagine, la force d'attraction de l'Alberta pour des ressources importantes comme les ressources humaines, la main-d'œuvre. J'imagine qu'on perd des travailleurs aussi. Ça, c'est pas un élément qu'on a étudié dans le rapport. On sait vraiment en fait, on a regardé les bénéfices au niveau de l'emploi qui sont très concentrés en Alberta. On parle entre 85 et 90 %. Et les bénéfices plus économiques, on parle du produit intérieur brut, par exemple. Et là, selon, par exemple, une étude du Conference Board du Canada, on parle de 94 % des bénéfices économiques qui sont en Alberta. Donc, il reste 6 % de bénéfices économiques pour l'ensemble des autres provinces canadiennes. Et là, évidemment, ça, c'est les bénéfices positifs, les impacts positifs d'un point de vue économique. Ce qu'on a aussi regardé, c'est ce qui a été publié dans la littérature scientifique par des chercheurs universitaires, par exemple, des groupes de recherche. On avait d'ailleurs à notre conférence de presse, la préface du rapport est signée par un professeur d'économie de l'Université de l'Outaouais, l'Université du Québec en Outaouais, le professeur Serge Coulombe, qui a publié énormément sur cette question-là des déséquilibres régionaux liés à la forte augmentation de la production des sables bitumineux. Il l'a publié sur le mal hollandais et lui nous dit que l'étude, elle est très équilibrée. On n'a pas cherché à prendre juste ce qui fait notre affaire, contrairement à ce qu'on peut entendre du gouvernement fédéral. Par exemple, où là, les sables bitumineux n'ont que des bénéfices économiques. C'est pas supporté dans la littérature scientifique, ça. Il y a des bénéfices économiques, mais il y a aussi des impacts négatifs. Et là, on n'en tient pas du tout compte présentement dans une perspective fédérale. M. Minardi, est-ce que vous les voyez, vous aussi, ces risques économiques, ces disparités régionales, donc des conséquences de l'exploitation de nos sables bitumineux? Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette étude, il y a deux points avec lesquels je suis d'accord. Il y a tout d'abord la reconnaissance du fait que la production de sables bitumineux contribue à l'enrichissement du Canada. Deuxième point, c'est qu'on dit que la maladie hollandaise, le Dutch disease, ne peut pas expliquer le déclin du secteur industriel, du secteur manufacturier. Par contre, ce que le rapport dit, c'est qu'il faut se lancer dans une transition énergétique. Et je trouve que, ça me fait un peu peur parce que je regarde ce qui se passe en Europe. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un coût. C'est que si on veut développer les énergies vertes, eh bien, il faut les subventionner parce qu'elles ne sont pas rentables. Et ça entraîne un coût à la fois pour le contribuable et pour le consommateur. Les pays européens, l'Allemagne, l'Espagne se sont lancés dans de grands programmes de subventions. Et maintenant, il y a des inquiétudes. On commence à remettre un peu les choses en question. On commence à diminuer les subventions pour l'industrie éolienne, par exemple, parce que les coûts sont vraiment énormes. Mais en même temps... Je suis tout à fait en désaccord avec ce qui vient d'être dit sur l'interprétation de notre rapport. Le rapport ne dit pas qu'il y a des bénéfices économiques pour l'ensemble du Canada. Le rapport dit qu'il y a des bénéfices économiques indéniables pour l'Alberta, mais que quand on regarde dans l'ensemble... Vous avez parlé du Canada, vous n'avez pas parlé de l'Alberta. J'ai parlé du Canada, mais si vous parlez des différences entre les provinces, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Et donc, qu'il y avait des disparités économiques pour l'ensemble de la Fédération canadienne, de la Confédération canadienne. Alors oui, indéniablement des bénéfices en Alberta, d'une part. D'autre part, le rapport ne dit pas qu'il n'y a aucun lien
entre la production rapide, l'augmentation rapide de la production des sables bitumineux et le mal hollandais. Et ce qui se passe dans le secteur manufacturier, le rapport dit que on parle de fièvre hollandaise plutôt que mal hollandais parce que c'est très difficile de faire une adéquation parfaite entre les deux, mais qu'il y a un impact. Alors, le rapport ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact. Donc, au niveau des disparités, êtes-vous d'accord qu'il y a des disparités? Écoutez, laissez-moi parler un petit peu. Il y a une phrase, c'est écrit... C'est vrai qu'il y a eu moins la chance. Êtes-vous d'accord qu'il y ait des disparités, quand même? Que c'est l'Alberta, voilà. la Alors, Saskatchewan, je voulais juste la redire une chose, Colombie-Britannique. ce que j'ai dit, il y a une phrase qui écrit noir sur blanc que le mal hollandais ne peut pas expliquer le déclin du secteur manufacturier. Est-ce que vous la citez intégralement, cette phrase-là? The simple diagnosis of Dutch disease fails to capture what is happening in Canada's manufacturing sector. Je suis désolé, ce n'était pas écrit en Mais de toute français. façon, on ne fera pas un débat sur le mal hollandais pendant une demi-heure de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec les disparités régionales? Alors, sur les disparités régionales, c'est certain que les ressources naturelles et l'énergie peuvent profiter à une province plus qu'à une autre. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est que ça ne bénéficie pas à l'ensemble du Canada. Il y a des compagnies de l'Ontario ou du Québec qui peuvent fournir les producteurs de pétrole. Il y a des Québécois qui vont travailler en Alberta. Il y a la péréquation, ces entreprises payent des impôts au fédéral. Donc, il ne faut pas montrer ça comme étant un jeu à somme nulle. Ça profite à tous les Canadiens. Ensuite, libre à nous, ici au Québec, de développer les ressources naturelles. Nous en avons, on peut faire la même chose. Est-ce que je peux revenir sur la question des subventions dont il a parlé? Oui, absolument. Vous savez que présentement, il n'y a aucune subvention fédérale à la production d'énergie renouvelable au Canada. Que ce soit pour l'éolien, que ce soit pour le solaire. Il y a certains programmes pour le financement de la recherche et le développement, par exemple, alors que le fédéral, à lui seul, offre aux pauvres petites compagnies pétrolières 1,3 milliard de dollars par année de subventions, selon l'Institut international du développement durable, qui est un organisme indépendant basé à Winnipeg et à Genève. Alors, quand on parle de subventions aux énergies renouvelables, au niveau mondial... 695 millions. Laissez-moi terminer. Au niveau mondial, les subventions à la production d'énergie, donc, parce qu'il y a des subventions à la consommation aussi, mais seulement à la production de combustibles fossiles, on les estime à peu près à 800 milliards de dollars au niveau mondial, versus 60 milliards pour les renouvelables. Donc, c'est du 1 pour 10 à peu près. Alors, si on veut parler de subventions, parlons des vraies choses. Monsieur Mélardi. Donc, au Québec, on subventionne l'industrie éolienne à hauteur de 695 millions de dollars. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de subvention, une subvention, il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est. Une subvention, c'est qu'on donne une somme à une entreprise et puis ensuite, on n'espère plus rien, la somme est perdue. Ce dont on parle pour l'industrie pétrolière, c'est d'un traitement fiscal. Parce que c'est quand même l'industrie minière, c'est des investissements risqués. Sur le long terme, vous faites de l'exploration, vous n'êtes pas certain de trouver. Donc, il y a un traitement fiscal qui fait que vous sera imposé seulement à la fin du cycle. Donc, ce n'est pas une subvention. Lorsqu'on parle de subvention à l'industrie pétrolière, il ne s'agit pas d'une subvention, mais d'un traitement fiscal. Ensuite, ce que je voudrais dire... On va juste terminer son point, puis après, je vous donne la parole. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une espèce d'ironie, c'est que tout le rapport est basé sur le fait qu'on s'inquiète sur le déclin manufacturier au Canada. Or, ce qu'on propose, c'est la transition énergétique. La transition énergétique a lieu en ce moment en Europe, et les compagnies allemandes, par exemple, les industries allemandes d'Europe, sont très inquiètes de la concurrence de l'industrie américaine, qui bénéficie du gaz naturel, le gaz de schiste, qu'on peut très bien développer ici, parce qu'elles sont plus concurrentielles. Il y a même des entreprises européennes qui pensent se délocaliser pour aller aux États-Unis. Donc il y a une espèce d'ironie du fait que ces transitions énergétiques vont amener peut-être des entreprises canadiennes à se délocaliser pour aller aux États-Unis. Est-ce que vous voyez cette répercussion-là, M. Guilbeault? Plutôt que de l'opinion, nous, ce qu'on offre aujourd'hui, c'est Mais ce n'est pas l'opinion, c'est des faits. Pouvez-vous citer une seule étude? Nous, on en a cité plusieurs dans notre rapport aujourd'hui. Vous avez qu'à où on a regardé plusieurs de l'Institut économique. Des études qui ont parfois l'air de travaux de cégep de deuxième année, je m'excuse, mais j'ai vu plusieurs de ces études-là où les chercheurs citent leurs propres études. Ils sont incapables de citer des études indépendantes publiées dans des revues scientifiques. Toutes les études qui sont publiées dans ce que nous avons publié aujourd'hui sont basées sur des études publiées dans la littérature scientifique. Donc, avec comité de lecture, ce n'est pas ce que vous faites, d'une part. Et d'autre part, nous, tout ce qu'on demande au niveau du développement des énergies renouvelables, par exemple, c'est qu'il y ait un régime fiscal qui soit le même. Or, présentement, il y a un régime qui est largement préférentiel
pour le pétrole, le gaz versus les énergies renouvelables. Tout ce qu'on demande, c'est que ce soit équitable pour les deux secteurs. Ça ne l'est pas du tout présentement. C'est quand la dernière fois où on a entendu le ministre des Ressources naturelles, Joe Oliver, par exemple, aller à Washington pour parler des énergies renouvelables? Jamais. Alors qu'il va pratiquement une fois par mois pour défendre les sables bitumineux de l'Alberta, qui ne représentent, soit dit en passant, que au maximum 3 de l'économie canadienne. Je vais vous poser une chose qui m'a frappée en prenant connaissance de votre étude, c'est que là, vraiment, vous êtes en train de mettre toute la discussion environnementale de côté pour vraiment se concentrer sur les arguments économiques. Oui. Et en même temps, vous êtes un peu en train de tendre la main au sable bitumineux en cherchant une façon de développer cette industrie-là, d'en faire une exploitation un peu plus responsable. Est-ce que c'est vraiment possible? Et là, je parle au directeur d'Équiterre. Est-ce que c'est vraiment possible? On parle de sable bitumineux et on en a parlé longuement des dommages environnementaux. Nous, on n'a jamais dit qu'il faut fermer les sables bitumineux, contrairement à ce que certains voudraient vous laisser croire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut développer ça de façon responsable. Et là, présentement, ce n'est pas le cas d'un point de vue environnemental, alors que l'industrie québécoise a atteint et dépassé les objectifs de Kyoto. Donc par rapport à 1990 en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la production doublait, la production totale de l'industrie québécoise doublait. Les industries liées au développement des sables bitumineux en Alberta ont augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre de 200 au minimum. Alors, il y a une inéquité, là, évidemment, économique très importante, pendant qu'il y en a qui font des efforts, il y en a pour qui the sky is the limit. Alors, il y a des problèmes environnementaux très importants au niveau de la contamination de l'eau, au niveau de la contamination de l'air. Les Premières Nations sont victimes de niveaux de cancer qu'on retrouve nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Alors, on ne dit pas qu'il faut fermer les sables bitumineux, mais on dit qu'il faut le faire de façon responsable. Ce n'est pas le cas présentement. OK, mais est-ce possible? Bien, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on pourrait, par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon importante dans les sables bitumineux. Mais il y a un coût à ça, évidemment. Hein. On parle d'à peu près 6 $ le baril. Donc, il y a à peu près 159 litres de pétrole dans un baril. Alors, 159 divisé par 6, on parle d'une fraction d'une scène le litre d'essence pour réduire cette pollution-là. Or, les compagnies refusent de le faire. Le fédéral refuse d'imposer ça à l'Alberta, aux compagnies albertaines. Il y a un enjeu à ce niveau-là. M. Minardi, est-ce que ce serait pas... est-ce que des discussions possibles, vous croyez, entre les deux camps, les forces environnementales, et on parle beaucoup d'acceptabilité sociale pour différents projets, on parle de pipeline, entre autres, au Québec, et l'industrie pétrolière pour tenter de voir à en faire une exploitation un peu plus responsable? Bien, ce qu'il faut voir, c'est que l'industrie pétrolière fait beaucoup d'efforts. Il y a des avancées technologiques pour baisser la production de gaz à effet de serre. Monsieur Guilbeault parlait de coûts. Effectivement, il y aura un coût si on fait une transition énergétique. L'exemple de l'Europe le montre. Et ce coût sera très important, à la fois pour les contribuables, pour les consommateurs. Alors, est-ce que les gens sont prêts à payer ce coût? C'est ça le véritable... Mais là, vous parlez de coût pour en faire une industrie plus responsable? Non, de coût, c'est le passage à l'énergie verte. Mais il n'y a pas de coût à l'utilisation du pétrole. Il n'y a pas de coût environnemental. Il y a pas... Mais là, on parle en termes économiques. On parle en termes... Il n'y a pas de coût économique? C'est un rapport économique, c'est pas un rapport écologique. Il n'y a pas de coût économique? Mais l'exploitation des sables bitumineux. Est-ce que l'Institut économique de Montréal a déjà fait s'est déjà pensé sur les coûts environnementaux de cette industrie-là? Non, on ne s'est pas penché sur la question. Nous sommes donc un institut économique, donc on parle d'économie. C'est un rapport économique. Donc on parle du coût économique qui, si vous proposez une transition énergétique vers les énergies vertes, il faut dire, OK, on peut le faire, mais il y a un coût. C'est un investissement. Là, on parle d'investissement. Investissement, il faut que ce soit rentable. Et c'est pas rentable parce que la technologie ne permet pas de produire des énergies vertes à un même coût que le pétrole ou le gaz naturel. Parce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis ont fait baisser cette année l'émission de gaz à effet de serre grâce au gaz naturel. Donc ça, c'est un hydrocarbone et ça a permis de faire baisser. Donc il faut voir la technologie, mais il faut que ce soit rentable. Il ne faut pas que ça marche à grand coup de subvention. Et puis ça, tout le monde paye. Monsieur Guilbeault, pourquoi on retrouve Équiterre qui se lance dans un débat économique alors que le débat environnemental a pris une ampleur telle au cours des derniers mois au Canada? Bien, parce qu'on s'intéresse à ces questions-là. Oui, nous sommes un groupe écologiste, mais on travaille avec... J'étais, par exemple, lundi à l'annonce de la nouvelle entreprise RER Énergie qui fait des hydroliennes. Boeing investit dans cette entreprise-là. Donc, nous croyons beaucoup au développement de nouvelles technologies, à une économie de plus en plus verte.
Alors, on ne dit pas qu'il faut rejeter l'économie, le marché, pas du tout. On s'intéresse à ces questions-là. Oui. Et c'est une contribution à cet effort-là de faire en sorte que l'économie à la fois québécoise, mais l'économie canadienne se tourne vers un futur plus durable, ce qui n'est pas le cas présentement. On va poursuivre la discussion. On a encore quelques temps après le retour de la pause. Donc, Sylvain Guilbeault et Jean-François Lénardi sur les sables bitumineux.